Hier, je me décidai à profiter moi aussi des doux rayons du soleil d'octobre et allai de bonne heure sur la plage, en contrebas de la villa. Plus tard, je la vis venir de loin. Elle marchait le long du rivage, ses sandales à la main, avec sa silhouette svelte et ses longs cheveux bruns. Elle ressemblait à une adolescente. Elle se dirigeait vers moi, regardant droit devant elle, l'air absente. Soudain, elle s'arrêta, interdite. Je me retournai cherchant ce qui avait pu la surprendre. Je ne remarquai rien ni personne. Je compris ensuite qu'elle fixait le balcon de ma chambre, à l'étage de la villa. Il dominait la baie, mais la plage étant en contrebas, on ne pouvait l'apercevoir que de la mer, à travers le feuillage des arbres. Elle resta immobile un instant, puis regagna sa natte. Des gouttes d'eau scintillaient sur sa peau et au bout de ses cils. Elle s'allongea, s'abandonnant de nouveau au soleil. Lorsque je me réveillai, le soleil était presque à son zénith. Je devais faire quelques courses au village. Comme il n'était pas très loin, je décidai de m'y rendre à pied. Je passai d'abord au café de la plage, près de la forteresse vénitienne. Sous les canisses qui ombrageaient la terrasse, des pêcheurs étaient attablés devant un verre d'ouzo. On apercevait leurs caïques ancrés le long du môle qui protégeait l'entrée du port. Le propriétaire, un marin à la retraite, connaissait bien Marco. C'est à lui que je m'étais adressée en arrivant pour qu'il m'indique la villa. Il m'offrit un verre, mais je refusai. Ma santé ne me le permettait pas. Je lui demandai qui était cette jeune femme que j'avais rencontrée sur la plage. « Vous voulez sûrement parler de Mona ?» me répondit-il. Je lui demandai si je pouvais m'asseoir à sa table. Elle acquiesça d'un sourire. Elle ne s'était pas changée. Elle avait simplement enfilé un sweatshirt marine, trop ample pour sa taille, qui contrastait avec son pantalon blanc. Elle buvait un verre de résiné tout en fumant une cigarette. Je commandai une dorade. Je lui offris de la goûter, mais elle me répondit qu'elle préférait voir les poissons vivants dans la mer plutôt que morts dans une assiette. Elle dit cela d'un ton très doux, avec son sourire juvénile, sans que je lise de reproches dans ses yeux. « Où habitez-vous » lui demandai-je. « J'ai loué une chambre, meublée. Je n'ai besoin que d'un lit et d'une table pour écrire. Vous ne me semblez pas écrire souvent. »« C'est vrai, » répondit-elle d'un air confus. « Mais maintenant, je connais bien l'histoire de cette région, ainsi que chaque site archéologique et monument historique. Le problème est la forme que je vais donner à ce livre. Mon idée initiale était de faire une étude descriptive, illustrée par des photographies. Puis, j'ai pensé que trop de détails seraient ennuyeux. Alors, j'ai envisagé de constituer un recueil en me limitant aux témoignages des écrivains et des voyageurs de l'Antiquité à nos jours. À présent, je crois qu'il pourrait prendre la forme d'un album de photos, accompagné de simples légendes. Les images sont parfois plus éloquentes que les mots. Je dois donc effectuer les repérages, choisir le site, l'heure, la lumière, avant de faire venir un photographe.
Je marchais le long du rivage jusqu'au rempart. Le café étant fermé, je supposais que Costas avait décidé de partir à la pêche. Je me dirigeai ensuite vers l'imposant pont de pierre à 14 arches qui, enjambant un large fossé, menait à la porte d'entrée, cintrée et ornée de reliefs de la forteresse. Après avoir suivi une voie pavée, passant sous 2 autres portes voûtées, je pénétrai dans son enceinte qui était déserte. Je fus impressionné par l'étendue des lieux occupant tout le promontoire. Envahi par la végétation qui croissait même sur les murs, il semblait à l'abandon. Je me promenais au hasard, parcourant les ruines du regard, sans pouvoir les identifier. Puis je franchis une porte monumentale qui s'ouvrait sur la mer. Elle était reliée par un petit pont arqué et une chaussée à l'îlot sur lequel se dressait la tour orthogonale fortifiée, gardant l'entrée du port. Après l'avoir explorée, je m'assis dans l'une des embrasures, à demi effondrée du mur d'enceinte crénelé qui la protégeait. Nous profitâmes de ce dernier jour pour visiter Coroni. Nous déjeunâmes dans une taverne du front de mer de cette paisible bourgade qui s'étageait sur un promontoire couronné par une forteresse médiévale. Après avoir flâné dans les venelles bordées d'édifices anciens aux balcons en fer forgé, nous montâmes à la citadelle dont les puissants remparts semblaient presque intacts. Mais à l'intérieur, hormis quelques maisons encore habitées, au milieu de vignes et d'oliviers, un monastère de religieuses ainsi qu'une église entourée d'un cimetière, il ne subsistait que des ruines parmi la végétation luxuriante. Le site était toutefois très romantique. Nous nous assîmes sur un pan de muraille à moitié détruit pour contempler la vue sur la mer, où l'on distinguait à l'ouest l'îlot Venetico. Une immense plage de sable s'étendait en contrebas que nous apercevions à travers les pins. De chaque côté d'une stèle de marbre commémorative se dressait un mât, au sommet duquel flottait encore un drapeau bleu et blanc aux couleurs de la Grèce, en ce lendemain de fête nationale.